Après le journal, nous retrouvons nos invités pour la suite des débats d'un regard croisé. De ce jour, nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. L'épiscopat condamne une répression policière contre des opposants. L'épiscopat congolais a condamné lundi la répression policière de samedi à Kinshasa contre des partisans de l'opposition qui manifestent notamment contre la vie chère en République démocratique du Congo où l'indignation est vive depuis. La police a reproché aux manifestants de ne pas avoir respecté l'itinéraire établi par le gouverneur de la ville. Selon elle, cette manifestation devrait se tenir dans le nord de la capitale tandis que les manifestants se sont rassemblés dans un quartier déshérité du centre-ouest. Dieu donne ses nous pour ne pas avoir respecté l'itinéraire. Les policiers et les manifestants se sont vus vraiment massacrés par les policiers samedi à Kinshasa. Vous voyez cette affaire d'itinéraire-là. Écoute, ce n'est que la suite logique de ce que nous étions en train de dire tantôt. On ne peut pas fabriquer des dangotés dans des conditions comme ça. Quand l'Africain n'a que les matraques sur son frère africain, comment est-ce qu'on peut aller à des dangotés? Il y a de cela quelques années, en 2019, Mouzito, celui qu'on appelle en République démocratique du Congo, le visionnaire politique, disait qu'un Joseph, comme un Tshisekedi à la présidence serait pire qu'un Kabila. Je ne veux pas croire aujourd'hui qu'on soit en mesure de donner raison à ce monsieur au vu de tout ce qui est en train de se passer encore en République démocratique de la Guinée. Congo. Alors, Du Congo. Oui, excusez-moi. Bien sûr. Excusez-moi. Donc, vous comprenez que d'ailleurs, ce qui se passe dans le pays est en contradiction d'ailleurs avec le nom du pays, malheureusement. Donc, si c'est la démocratie qu'on prône dans un État comme RDC et que les affaires d'itinéraire amènent à se bastonner à mort certaines fois, je pense que c'est des situations déplorables et je le dis encore dans les États africains. Quand la police dit on n'a pas respecté l'itinéraire, alors il n'y a pas une autre manière de gérer ça. Ce n'est pas que propre à la RDC. C'est aussi au Ghana, c'est aussi en Afrique du Sud. C'est aussi dans des États africains. C'est comme ça. Alors, il faut quand même qu'on arrive à gérer des situations en étant africain. Où est-ce qu'on va? L'itinéraire là amène où? Quel est le danger que cela représente lorsqu'on emprunte cet itinéraire? Oui, la police pourra avoir ses raisons et autres, mais quelle est la raison fondamentale humanitaire qui s'y trouve? C'est aussi ça ce qu'il faut voir. Est-ce que quelque part aussi on n'aurait pas mieux fait de respecter l'itinéraire pour éviter tout problème? On aurait mieux fait. Les politiciens aussi, on aurait mieux fait, je dis, la politique politicienne est aussi des fois laissée sur les carreaux des vies innocentes, malheureusement. Et ça, je ne veux même pas revenir au Togo. Des gens ont mené des démarches comme ça pour sacrifier des gens. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? On le sait. Donc, il y a lieu que l'Afrique mène la réelle politique. Pas la politique politicienne, juste pour faire crier le monde et qu'on tourne des regards vers nous et qu'on nous ridiculise. Des choses comme ça, je pense qu'il y a lieu quand même de mettre un terme à cela. Et l'Église est dans sa logique aujourd'hui de jouer un rôle d'intermédiaire entre les politiques et l'État. Je crois que l'Église congolaise fait bien ce job depuis et l'Église est respectée dans cette mission. Maintenant, il faut aller au-delà de cela. Il ne faut pas qu'après les massacres qu'on sorte les communiqués. Mais ce qu'il y a lieu de faire pour que les massacres ne viennent pas et après qu'on ponde les communiqués, je pense que c'est cette démarche-là qui serait logique et plausible à mener à tous les niveaux. Prosper Abouklou, oui. Pour une affaire d'itinéraire, des gens sont... je dirais pas massacrés, mais réprimés violemment samedi en République démocratique du Congo. Oui, je prends la balle au bon, là où Dieudonné a chuté. Il faut que l'Église soit plutôt, je dirais, on dit prévenir vaut mieux que guérir, qu'elle soit plutôt en amont. Et souvent, l'Église aussi est taxée d'être en complicité avec les pouvoirs en place, parce que l'Église est plus politique même que les politiciens. L'Église... Dans le cas congolais, est-ce que l'Église ne s'est pas plutôt positivement démarquée? Non, je dis, vous savez, le plus grand pays au monde, c'est le Vatican. Le plus grand pays au monde, là où la politique même se développe, là où on connaît mieux la politique, c'est le Vatican, mais c'est le plus petit État. C'est le plus petit État, vous voyez à peu près. Voilà. Maintenant, tout se passe comme si on attend pour que les choses arrivent, pour qu'on montre du philanthropisme. Voilà.
le philanthropisme, on se dit, voilà, c'est l'Église, c'est Dieu. Oui, c'est très bien ce que Dieu nous l'a dit. Et ils font leur travail, mais je crois quand même que c'est quand le mal arrive qu'on sent que l'Église existe. Il faut pu faire l'Église si les gens disent qu'ils vont manifester. L'Église va leur dire de ne pas aller manifester. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que les massacres ont eu lieu à cause de quoi? En amont, c'est la vie chère. Oui. On a parlé de la vie chère. Bon, quand est-ce que vous avez vu les églises, à mon avis, en fait, je ne sais pas encore si je me trompe, je peux bien me tromper, intervenir sur les cas sociaux comme ça, où ils interpellent les gouvernements et ils travaillent de concert avec les gouvernements pour trouver des solutions. Même au sein des églises, vous allez constater même qu'il y a la misère traîne à haute dose au sein des églises. Enfin, moi j'ai fait ce constat-là. Maintenant, il y a des riches, il y a des pauvres dans les églises. Qu'est-ce que l'église fait en amont? Moi, je voudrais que les évêques, les hommes de Dieu dont nous parlons, aillent un peu dans l'intro-inspection pour voir comment arrêter l'effusion, le mal à la base, en aval, plutôt en amont, pour que nous n'en arrivions là. Quelle discussion ils font avec les... Puisque on a tendance que les pouvoirs ont souvent du respect pour les hommes de Dieu. Vous avez vu les nombreuses conférences nationales qui ont été faites dans le monde. Ce sont les hommes de Dieu qui les ont, même au Togo, vérité, la commission vérité, justice et réconciliation, ce sont les hommes d'église qui l'ont fait. Donc je crois quand même que en amont, il va falloir trouver des solutions, à mon avis. Maintenant, je crois que il y a une certaine disparité en Afrique par rapport à la concession même de la démocratie. C'est pourquoi moi j'ai souvent dit, est-ce que la démocratie telle qu'elle a été expliquée par le président français, François Mitterrand, à la Baule en 1989, est-ce que c'est le contexte qui est vraiment transporté vers nous? On a tendance à croire que les pouvoirs et les masses ne comprennent pas du tout savoir ce qu'ils doivent faire, parce que on pense qu'on a la liberté d'aller, on oublie qu'il y a un pouvoir. Et ce pouvoir-là, quand on le tient, on a tendance à être déshumanisé. À mon avis, c'est comme si les gens ne sont plus humains. Ils ont un côté bestial, entre griffes. C'est l'impression qu'on a. Donc, quand le sang se verse, ce n'est plus leur problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir conserver le pouvoir? Et là, je crois quand même que c'est là où le peuple se trouve donc engrené, dans un engrenage interminable qui fait que la victime, ce sont eux. Pour la petite anecdote, moi, pourquoi je ne participe plus au marche, parce que j'avais été fusillé. Mon pied gauche a explosé. Vous étiez dans les marches? J'étais dans les marches à l'époque, en 93. Au niveau donc, à partir de là, j'ai fait une conception de la politique. Je dis, mais la démocratie, il semble qu'on ne l'a pas bien expliqué. Lorsque vous venez vous chanter, on défiait même les forces de l'ordre qui avaient des baïonnettes à main qui peuvent d'un seul coup décaler leur appuyer sur les trucs, sur la gâchette. Sur la gâchette pour faire exploser. Donc je crois quand même que dans ce sens, moi j'interpelle tout le monde à faire l'état des lieux, à voir, à réexpliquer, amorcer le thème démocratique pour que nous puissions le comprendre, savoir là où s'arrête la limite des pouvoirs, des politiques, des pouvoirs, et ce que doivent faire les masses pour qu'il y ait une compréhension vraiment qui est en jeu, pour que de ces effusions de sang, on n'en trouve plus. Parce que après, l'Église intervient, pond des communiqués, comme Dieudonné l'a dit, mais le mal est déjà fait. Les morts sont déjà morts, les blessés sont déjà blessés, certains restent là, ils n'ont rien. Vous voyez à peu près. Donc pour moi, c'est dégueulasse pour l'Afrique. Ibrahim Acha, une manifestation qui a été violemment réprimée, qui a été condamnée finalement par les deux camps, par l'opposition, même par le gouvernement, parce que les manifestants n'ont pas respecté l'itinéraire qui a été sur lequel on s'était accordé à la base. C'est ça. Moi, il faut dire que sur le plan
respect de l'itinéraire et tout ça, parce qu'il y a un travail qui se fait en amont avec la municipalité, locales, oui. les autorités bien évidemment en charge de l'ordre public et de la sécurité, et c'est à la suite de cette rencontre qu'on définit un itinéraire. Et là on vous dit passer par ici, ne pas passer par là. Mais le problème c'est quand on respecte l'itinéraire, ça ressemble plus à un carnaval. Ce n'est plus, ça n'a plus d'impact. ça n'a plus d'impact. Ça n'a plus ce côté pression sur le gouvernement. C'est pourquoi généralement quand bien même on a défini l'itinéraire, on passe outre pour maintenant créer l'effet recherché. L'effet recherché, c'est la pression. C'est se faire entendre sur un certain nombre de choses données. Au préalable sur ce qu'on va faire, Oui. puisqu'on s'attend, on devait le faire contre ceux qui sont en train de vous diriger. Et donc, quand vous entendez avec eux et vous suivez le même itinéraire, c'est comme si vous n'avez rien fait. Non, c'est le carnaval. Vous pensez, on applaudit, c'est une marche, les gens chantent, les gens dansent, ça s'arrête là. Parfois, même votre communiqué même n'est pas diffusé parce que vous chantez, vous arrivez là-bas, on dit on les a accompagnés, c'est fini. Ils se sont dispersés, la vie continue. Or ici, le problème pour lequel les gens marchent, c'est sérieux. On parle de la vie chère. Donc c'est un problème vraiment sérieux. Donc il va falloir aussi que la manifestation aussi ait l'envergure qu'il faut pour faire entendre raison aux décideurs, aux politiques, de manière à ce que ces politiques-là puissent prendre des décisions pour améliorer les conditions de vie des gens ou bien trouver des solutions à la vie chère qui crée vraiment beaucoup de dommages au sein de la population congolaise. Moi, je pense que c'est ce qu'il fallait faire et le gouvernement aussi devrait, à mon sens, amener les forces de l'ordre et de sécurité à être beaucoup plus professionnelles. C'est le manque de professionnalisme qui amène parfois ces drames auxquels nous assistons, les bavures, les répressions aveugles et tout ça là, parce que la plupart du temps, ces militaires aussi, sous l'effet de la pression, il y a aussi le stress. Il y a la rébellion de l'autre côté qui est en train de les fatiguer, le M23 qui est en train de les fatiguer aussi, et ceux-ci aussi, les nationaux aussi qui viennent aussi manifester tout ça. L'adrénaline monte comme le dit Prosper, et voilà, parfois aussi ils confondent leurs petits frères là ou bien leurs frères de Kinshasa aux rebelles de M23, et voilà, le tour est joué, il n'y a plus de limite, c'est l'animosité qu'on déverse sur les compatriotes. Moi je pense qu'il faut dorénavant revoir les choses, et surtout les organisateurs des manifestations aussi devaient commencer aussi par canaliser les énergies et bien éduquer les manifestants de manière à ce qu'il n'y ait pas de ces heures, parce que quand quelqu'un perd sa jambe ou bien est sérieusement blessé parce qu'on revendique pourrait mieux être, vous voyez que c'est pas du tout bon quoi. Il va falloir qu'on organise les choses de façon beaucoup plus un politique. dernier aspect, puisque le temps est contre nous. Le communiqué de la conférence épiscopale dit ceci quelque part. Le communiqué, le peuple congolais, et donc les évêques appellent plutôt le peuple congolais à ne pas céder à la peur face à la barbarie organisée pour l'intimider. Si rien n'est fait pour garantir ses droits fondamentaux, il devra bientôt exercer son pouvoir pour sanctionner tous les incompétents. C'est ce que dit le communiqué. Est-ce que cela aura un impact même sur la candidature de Félix Tshisekedi, quand on sait que nous sommes dans une période préélectorale en République démocratique du Congo? Les élections, c'est à un tour et ça aura lieu en décembre de cette année. Dieu donne ses honneurs. C'est ce qui est clair et c'est ce que l'épiscopat est en train de relever de toutes les façons. Les sanctionner comment? Les sanctionner dans les urnes, naturellement. Bien évidemment. Alors si on est à quelques pas des élections présidentielles et que de telles choses se passent et qu'on l'impute au pouvoir Tshisekedi, qu'est-ce que vous voulez? La sanction sera directe. Bon, à moins est-ce qu'on ait une élection qui est tout ne soit pas transparente. Voilà, sauf la transparence. Ouais. Maintenant, si c'est de la transparence, la sanction sera directe. Et c'est ce à quoi les leaders ecclésiastiques appellent le peuple. Maintenant, il faut quand même que... ce que moi je voudrais dire avant cette question... Et ça va avoir forcément des répercussions sur la candidature de Tshisekedi, d'accord? Parce qu'il n'y a pas que l'Église, hein. Il y a Ngele et le gynécologue. Oui, effectivement, il y a plusieurs voix qui se sont élevées. Denis Mukwege qui a également parlé. Et il dit, si on ne sait pas faire, c'est la dérive qui frappe déjà à la porte. Alors si ces grandes voix-là parlent dans ce sens-là, je pense que à moins qu'il y ait une autre force qui soit utilisée, Tshisekedi n'a pas grande chance quand même de racler cette élection, peut-être comme il serait en train de l'imaginer. Et je voudrais dire qu'il y a lieu quand même de séparer chaque fois des choses politiques des choses sociales. Parce que à qui profite une manifestation contre la vie chère? Le policier qui bastonne. Il mange. Il est dedans.
Le policier qui bastonne. Peut-être que lui, il a reçu des ordres, il ne fait qu'exécuter. Des exécutants, je suis d'accord. Maintenant, de passage, je voudrais dire chapeau à nos forces de l'ordre au Togo ici, qui commencent à être très professionnels maintenant. Ça, il faut qu'on se le dise. Notre police, notre gendarmerie aujourd'hui, vraiment est à encourager. Félicitations à nos forces de l'ordre qui font déjà un travail très noble. Donc, il faut dissocier le social de la politique chaque fois qu'il y a de telles choses. C'est en cela que je parlais tantôt que nous ayons des hommes d'État, que ce soit au niveau de l'opposition qu'au niveau du pouvoir en place. Ayons toujours les hommes d'État, que l'intérêt supérieur de la population ou alors du peuple soit visé. Merci Ibrahim. À quelques mois de l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon, c'est en décembre, voilà une répression qui est critiquée partout. Est-ce que cela risque de porter un coup à l'image de Tshisekedi dans ces élections? Bien sûr, puisque le terme a été bien choisi, de sanctionner les incompétents. L'incompétence, c'est à quel niveau? C'est dans le sens où les gens n'arrivent pas à trouver les solutions à la vie chère. Parce que quand vous êtes un homme d'État, un chef d'État, et vous avez le plein pouvoir, quand ces situations arrivent dans un pays, vous remuez les méninges, vous appelez vos conseillers, les grands stratèges, vous vous réunissez et vous définissez une batterie de mesures pour pouvoir pallier à cette situation. Je me rappelle au Togo, quand les voix se levaient par rapport à la vie chère et tout ça, là, à un moment donné, le gouvernement a annoncé qu'il y aura une batterie de mesures. Et progressivement, il y a eu des mesures qui ont été déclinées. Même si ce n'est pas encore ce que la population veut, quand même, il y a eu des actions qui ont été posées dans ce sens pour amoindrir un peu le choc de la vie chère. Donc, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et si les États aussi commençaient déjà à penser en ce sens, à faire en sorte qu'on puisse aussi trouver vite des solutions aux problèmes qui se posent à la population. Je pense que ça serait très bien. On éviterait les marches, on éviterait tout ça là. Est-ce que cela ne crée pas aussi une mauvaise image, comme je le disais tantôt, à la candidature de Tshisekedi, même si ce n'est pas lui qui a donné des ordres? Oui, puisque c'est lui, il est comptable de tout ce qui se fait dans le pays. Donc s'il y a eu répression, c'est lui qu'on voulait protéger, c'est son régime qu'on veut protéger. C'est son régime que la force légitime, bien évidemment, voulait protéger. C'est pourquoi il y a eu répression, il y a eu tout ça là. Mais s'il était un leader, comme nous le disons, un chef d'État éclairé, lorsqu'on a annoncé une marche contre la vie chère, il devait déjà déployer des mesures en amont, peut-être même la veille, même déployer des mesures par rapport, bien évidemment, à la cagnotte, à tout ce que les capacités qu'a le pays à pouvoir faire face à ces situations. Il pouvait prendre des mesures, dire aux gens que bon, nous allons faire ci, nous avons fait au Togo, vous savez, il y a eu la réduction sur les prix de carburant à un moment donné. Il y a eu aussi des primes pour les fonctionnaires et tout ça, le déplacement, tout ça là, c'est pour amener les gens à ne pas sentir trop le choc de la vie chère. Parce que tu as entendu que cette vie chère, quand nous parlons de la vie chère, ce n'est pas l'apanage de tous les pays, c'est vraiment, c'est global, c'est presque, c'est ressenti un peu partout. Mais chaque État à son niveau a essayé de réfléchir sur la chose et a défini des solutions pour pouvoir amener la population à se sentir beaucoup plus épanouie, beaucoup plus à l'aise. Quand vous prenez un peu le Sénégal, les mesures qui ont été prises au Sénégal, c'est différent des mesures qui ont été prises au niveau de la Côte d'Ivoire et autres. Donc chaque président a sa manière aussi, et par rapport aux réalités aussi des finances du pays, on fait des propositions, je pense que ça marche. Donc c'est ce que Tshisekedi devrait faire que de lâcher sa meute sur la population. Oui, j'ai donné. Alors Guillaume, je vais peut-être surprendre, hein, ça va être très banal et très drôle. D'accord, pour dire que sur certains sujets, des fois il faut que les chefs d'État ou alors les hommes de pouvoir supprennent des populations. D'accord? Je vois une opposition, ou alors, je ne pense même pas que c'est une opposition, c'est une population qui organise des marches contre la vie chère. Moi, chef d'État, je vais peut-être dire, voilà, je marche avec vous parce que de toutes les façons, je constate qu'il y a la vie chère et ce n'est pas seulement à mon niveau. Il va marcher contre qui? Lui, il va marcher contre la vie chère. Contre la vie chère. Oui, ça c'est pour créer une situation qui va faire rire tout le monde, pour dire que ce n'est pas seulement l'opposition qui a faim. Et le pouvoir en place aussi. Tout le monde. Donc c'est un problème national et international. La crise économique n'est pas que... Merci beaucoup, Dieudonné, pour cette réflexion. Nous marquons la pause puis on revient pour la dernière partie.